L'utilisation de Google+, est assez mixte. Pour le moment, il n'y a pas de tendance qui a été remarquée. Les gens utilisent Google+, à la fois pour parler de soi, pour s'exposer, et à la fois pour s'informer. C'est certainement le fait que Google+ ne limite pas le nombre de caractères. Vous pouvez faire des longs textes, raconter vos vacances. Et le fait qu'on puisse s'abonner à des journaux, à des journaux par exemple. Voilà. Alors là, nous allons parler d'un réseau social un peu particulier, puisqu'en fait, c'est donc Viadeo. Viadeo un peu particulier, puisqu'il est conçu pour créer un réseau professionnel. C'est aussi ça, les réseaux sociaux. C'est pas seulement on parle de soi, c'est aussi on travaille. Donc Viadeo, il a été créé en 2004 en France. Il a aujourd'hui 55 millions de comptes. Donc pas qu'en France, hein, il s'est exporté, mais 55 millions de comptes tout de même. Et donc il est fait pour créer son réseau professionnel. Il a les fonctionnalités les incontournables des réseaux sociaux, donc les publications, gestion de contact. Voilà, je ne reviens pas dessus, on a vu les principales fonctions. Il est spécialisé dans les réseaux donc, professionnels pour les chercheurs d'emploi, pour les entreprises, principalement. Pour trouver une formation aussi, également. Les universités sont dessus et proposent leur formation. Enfin, on ne raconte pas sa vie sur Viadeo, on travaille vraiment. Également, on peut gérer son CV, une fonctionnalité toute particulière à Viadeo. On peut gérer son CV, rajouter des compétences, dire si cette compétence-là, on la maîtrise beaucoup ou un petit peu moins. On peut parler de ses expériences professionnelles et de ses formations. C'est un CV en ligne, tout simplement. Donc un employeur qui va trouver votre compte sur Viadeo peut regarder si vous correspondez éventuellement à un emploi qu'il offre. Et si vous correspondez, il peut vous contacter. Voilà, c'est pas négligeable. Alors là, on va sortir un petit peu, pas trop, mais un petit peu des réseaux sociaux en parlant des blogs. Alors les blogs, c'est quelque chose qui existe depuis un peu plus longtemps sur Internet. Ça date des fins des années 90. Les premiers blogs, c'est 97-98 à peu près. Les blogs, c'est une sorte de site personnel. C'est-à-dire qu'en créant un blog, c'est comme si vous aviez votre propre site Internet. Les blogs vous proposent ce site personnel clé en main, c'est-à-dire en fait vous ne faites pas appel à une entreprise pour créer un site internet pour vous, vous créez juste un compte et ensuite vous avez tout un panel de fonctionnalités qui vous permet de régler votre blog, donc régler l'apparence, régler le contenu, voilà. Donc il y a plusieurs fonctionnalités utiles pour avoir votre page personnelle. Le blog est aujourd'hui... alors on aurait pu penser que cette façon de faire allait disparaître avec l'apparition des réseaux sociaux. En fait, pas du tout, puisqu'ils ont plutôt tendance à les compléter. Vous avez vu, quand je vous ai montré une page Facebook, c'est bien pour des petits textes. Mais dès qu'on a quelque chose de long à écrire, la lecture est moins facile. Également, on ne peut pas faire de mise en page sur une publication Facebook, on ne peut pas insérer des images à côté de notre texte pour l'illustrer, etc. Sur un blog, on peut. Sur un blog, on peut faire une vraie mise en page, comme sur un article. Donc les personnes qui ont pas mal de choses à dire peuvent créer un blog et faire comme un journal personnel qui est mis en ligne, voilà, en publiant des billets. C'est comme ça qu'on appelle les publications sur un blog. Une fois que ces billets ont été mis sur le blog, c'est là qu'intervient la complémentarité entre les blogs et les réseaux sociaux, c'est que ce billet peut être transféré sur un compte Facebook, par exemple. Un homme politique commente l'actualité sur son blog et parle de l'actualité, il crée un long article illustré avec des diagrammes, etc., chose qu'il n'aurait pas pu faire sur Facebook. Une fois qu'il l'a fait, pour que les gens aillent le lire, il prend le lien de cet article et va le partager sur son compte Facebook, ou Twitter, ou Google+, etc. Voilà. Donc il y a bien une complémentarité, et en fait les blogs ne disparaissent pas du tout. Autre forme de discussion sur Internet, les forums. Donc même chose que les blogs, c'est quelque chose qui est plus ancien,
plus anciens que les réseaux sociaux, qui ont eu une très, très grande utilisation, qui ont tendance à stagner un petit peu, même si les gens continuent à l'utiliser. Alors, un forum réunit des... C'est un peu comme votre boîte mail, je ne sais pas si tout le monde voit bien, une boîte mail, c'est une discussion dans laquelle on poste des messages. Et ensuite, on peut suivre la discussion sur la même page. Voilà, c'est fait sous forme de discussion. Les forums donc réunissent toutes ces discussions par thématique. Un forum peut exister seul, c'est-à-dire qu'un forum peut avoir sa propre adresse Internet, ou alors un forum peut être intégré à un site Internet. Si vous allez sur un site Internet, peut-être bien sur le site du bien public, je ne suis pas allé vérifier, mais je pense qu'ils en ont un. Si vous allez sur le site du bien public, vous accédez à tous les articles que le journal publie. Et vous avez aussi une section forum où les lecteurs pourront aller discuter des articles, de l'actualité, de la pluie et du beau temps. Voilà. Les personnes pourront aller discuter grâce à cet outil-là. Oh. Pardon ? Oui. Alors, courrier des lecteurs, oui et non, parce qu'en général, le courrier des lecteurs, si je ne me trompe pas, c'est les lecteurs qui écrivent au journal. Non ? Ils peuvent... oui, c'est plutôt ça. Réagir à l'actualité, voilà. Le forum est un peu plus développé que ça encore, puisque donc, une personne va pouvoir aller discuter effectivement d'un article, comme sur un courrier des lecteurs, mais d'autres personnes vont pouvoir venir discuter de cette réaction. Voilà. Donc il y a encore un échange, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il peut y avoir des milliers de messages sur un forum sur le même sujet. C'est une discussion, ni plus ni moins. Mais ça peut être utilisé comme ça, effectivement. Oui. Oui, ils peuvent aussi. Oui. Je ne vais pas détailler, mais effectivement, voilà, les utilisateurs, les personnes inscrites sur un forum, si elles en ont la permission, peuvent créer elles-mêmes des catégories, peuvent créer des thématiques, créer des catégories, etc. Mais effectivement, c'est une bonne précision. Une autre façon de discuter sur Internet, ce sont les chats. Alors, les chats, de même, c'est plus ancien que les réseaux sociaux. Ça date, oui, c'est à peu près les mêmes époques d'apparition que les forums. Les chats, c'est une discussion en direct avec une personne. C'est-à-dire que vous êtes devant votre ordinateur, une autre personne à l'autre bout du monde est aussi devant son ordinateur, et vous discutez en direct avec elle en vous envoyant des messages instantanés. Vous avez peut-être déjà utilisé ça. C'est plus... Alors, il y a discussion. Soit c'est en train de se transformer, soit c'est en voie de disparition. En tout cas, les chats comme ils existaient il y a 5 ans n'existent presque plus. Maintenant, il y a deux façons de voir la chose. Soit les chats sont intégrés aux sites de réseaux sociaux. Facebook a son propre système de chat, Google Plus également. Enfin, voilà. Donc, le chat est directement intégré aux réseaux sociaux et donc fait de la concurrence aux services qui étaient spécialisés dans le chat. Autre transformation du chat, l'intégration de la vidéo. C'est-à-dire que plutôt que de vous parler par message, par écriture, vous vous parlez en vidéo interposée. Vous voyez la personne. Voilà. Donc avec l'intégration des webcams. Conclusion sur cette partie sur les réseaux sociaux. Le web 2.0, peut-être avez-vous déjà entendu cette expression-là. C'est une expression pour signifier que Internet est devenu participatif. Il y a quelques années, Internet, c'était simplement un outil de consultation, c'est-à-dire qu'on allait sur une page, on lisait ce qui était écrit, et on n'avait pas possibilité de rajouter du contenu, de le commenter, ou alors ça demandait un peu plus de travail. Là, aujourd'hui, comme vous venez de voir, il y a beaucoup d'outils qui permettent aux utilisateurs d'ajouter du contenu sur Internet. J'ai été très loin d'avoir fait le tour là. Il y a énormément d'outils qui permettent à chaque utilisateur de rajouter du contenu. Le visiteur devient donc créateur de contenu. C'est ça qu'on appelle le web 2.0. Voilà.
une autre façon de voir Internet. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, ce genre d'utilisation n'est pas sans risque. On a eu quelques questions à ce propos-là, justement, surtout au niveau de l'audience qu'ont nos publications. Donc dans cette partie, on va essayer de comprendre les concepts d'irréputation et de prendre conscience de l'exposition de sa vie privée et adapter ses pratiques en conséquence. Pour cela, on va voir quelques réglages simples de ses comptes et de ses profils pour contrôler sa visibilité sur les réseaux sociaux. Et petit ajout sur le piratage et quelques conseils à appliquer pour éviter de se faire pirater. Voilà ce qu'on va voir dans cette partie, je développe ensuite. Qu'est-ce que l'irréputation ? Donc, comme j'ai conclu la partie précédente, vous avez vu que chaque utilisateur peut rajouter du contenu sur Internet. Ce contenu, on peut le retrouver. En faisant une googlisation. C'est un néologisme qui a été inventé il y a quelques courtes années, c'est-à-dire utiliser le moteur de recherche de Google pour trouver des informations sur une personne. Donc, le contenu que vous créez, que ce soit une publication ou un commentaire d'une publication, si on fait une recherche sur Internet, il y a possibilité de le retrouver, même si on n'est pas forcément en contact avec la personne qui a fait la publication. Voilà. C'est ça la googlisation. Là où vous pouvez peut-être commencer à imaginer le problème que ça pose, c'est que n'importe quelle personne peut donc accéder à votre vie privée si vous avez mal réglé votre compte, si vous avez mal réglé votre audience et que la personne vous trouve en vous recherchant. Donc votre vie privée peut être montrée à un inconnu ou éventuellement à un employeur. Il y a quelques exemples cocasses qui ne manquent pas, qui montre par exemple une personne censée être en convalescence, en arrêt de travail pour maladie, et qui a eu la bonne idée de poster sur Facebook quelques images d'une fête bien arrosée pendant cette période de convalescence. Son employeur le voit et il n'est pas rentré au boulot, quoi. Voilà. Donc ça pose certaines questions, notamment sur la vie privée et tout ça, mais ça vous donne aussi un exemple de ce qu'est l'irréputation, c'est-à-dire l'image de soi qu'on donne sur Internet. Alors c'est tout un travail aussi, l'irréputation. Il y a l'image, il y a la personne qu'on est réellement et l'image de soi qu'on met sur Internet. Ça se contrôle aussi. Il y a des personnes qui sont payées pour gérer ce genre de choses, notamment pour les professionnels, pour les personnalités, pour les stars ou personnalités politiques. Voilà. Donc pour gérer son irréputation, le conseil principal que je pourrais vous donner, c'est de contrôler votre audience. C'est-à-dire déjà, première chose, si on prend l'exemple de Facebook, ne pas accepter toutes les personnes qui nous demandent comme amis sur Facebook. On ne connaît pas forcément toutes les personnes qui nous demandent comme amis, ou on ne les connaît pas très bien, puis on n'a pas forcément envie de partager notre vie privée avec eux. Voilà. Donc déjà, n'accepter que des personnes qu'on connaît. Le principal du travail est là, déjà. La principale précaution est là. Éviter le mode public également. Je vous l'ai présenté dans la partie de Facebook. Vous avez vu que le mode public couvre vos publications et votre contenu au monde entier. Alors, ça peut être utile pour les pages des organisations, des associations, si elles veulent agrandir votre audience. Mais si vous racontez vos vacances, si vous racontez que vous êtes malade ou que votre dessert était très bon, je ne suis pas sûr que ça intéresse toute la terre entière. Vous pouvez éventuellement mettre la publication visible à vos seuls amis. Également, j'en ai pas tout à fait parlé, mais là je peux vous l'introduire, éviter le mode ami d'amis, ou sur Google, donc ça, ami d'amis c'est l'expression pour Facebook, ou sur Google+, c'est cercle étendu. Alors, qu'est-ce que c'est ? Jacques publie une information, peu importe, fait une publication. Jacques est ami avec Paul, donc cette publication est normalement visible à Paul. Le problème, c'est que Jacques a réglé son audience sur amis d'amis, ou cercle étendu.
C'est-à-dire que les amis de Paul vont également pouvoir consulter la publication. Donc, Jacques va contrôler le premier cercle d'amis, ceux qu'il a directement, ceux qu'il a acceptés. Par contre, il n'aura aucune idée des personnes du deuxième cercle d'amis, donc de Pierre, il n'aura aucune idée de ces personnes-là. Il va contrôler qu'il le publie bien à Paul, mais il ne sait pas les amis de Paul. Il ne les connaît pas, en tout cas pas tous. Mais n'empêche qu'avec ce réglage-là, les amis de Paul vont également pouvoir consulter la publication de Jacques. Ça, j'ai presque envie de dire que c'est un piège. On a l'impression de restreindre son audience, alors que finalement ça peut vite grimper. Il faut savoir, alors je ne sais plus le nom exactement, mais il y a une théorie qui dit qu'on est en lien avec n'importe quelle personne de la Terre au bout de 5 niveaux de connaissance. C'est-à-dire que entre vous et n'importe quelle autre personne de la Terre, il y a 5 personnes. On peut, voilà. Avec ce mode de publication, on est déjà à 2. Donc vous pouvez vous imaginer que ça peut faire énormément de monde. Si vous avez une seule personne en ami, vous avez l'impression de partager avec une seule personne, mais si cette personne-là est très active sur Facebook et a 1000 amis, ben en fait, 1001 personnes pourront consulter cette publication. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est presque un piège, ce mode de réglage. Chose très simple, mais on n'y pense pas toujours, c'est tout simplement contrôler le contenu de ces publications. Éviter de dire des choses trop personnelles sur Internet. Il y a une trace toujours sur Internet. Quand on publie quelque chose, on pourra toujours le retrouver. Si on n'a pas envie de s'embêter à tout régler, tous nos comptes et tout ça, la chose la plus simple à faire est peut-être de ne pas mettre sur Internet des choses qui pourraient nous porter préjudice. C'est simple comme conseil, mais il faut y penser, tout simplement. Et également dans ces commentaires, parce que je parle des publications, mais c'est aussi dans les commentaires que vous faites des autres publications. Il faut savoir que lorsque on a un dessin, là, donc je vais le reprendre, Paul peut aller commenter la publication de Jacques. Jacques a dit... Jacques a dit, original. Jacques a dit que son dessert était très bon. Paul lui dit tu as beaucoup de chance, d'avoir mangé un si bon dessert. Voilà. Alors, il faut savoir que le commentaire de Paul va être visible par toutes les personnes avec qui Jacques aura partagé sa publication. Donc là, c'est pas très grave. Il a dit qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir mangé un dessert. Mais bon, sur des discussions un peu plus tendues, un peu plus voilà, on discute de choses dont on n'a pas envie forcément que toute la Terre entière le sache. On ne contrôle pas l'audience des publications qu'on commente. Donc il faut faire attention également aux commentaires. Voilà, commentaires qu'on laisse un peu partout sur Internet. Parce qu'effectivement, on ne contrôle pas l'audience des publications, mais ces commentaires, on peut aussi faire une recherche du contenu de ces commentaires. Quand on tape sur Google une recherche, eh ben, les commentaires sont aussi indexés dans la recherche. Voilà, donc il faut aussi penser à faire attention à cela. Une autre façon de contrôler un petit peu son audience, c'est de paramétrer son compte pour être un peu moins visible. Première chose, choisir d'être visible ou non dans les recherches, c'est-à-dire dans l'indexation. Vous avez des paramètres sur Facebook, sur Google+, également, sur Twitter peut-être aussi, je ne suis pas allé vérifier, mais sur Facebook et Google+, les deux principaux, c'est sûr. Vous avez des paramètres qui vous permettent d'interdire l'indexation de votre profil. C'est-à-dire qu'une personne qui va aller taper dans Google, votre nom, prénom, ne pourra pas tomber sur votre profil. Voilà, ça évitera par exemple qu'un employeur ayant regardé votre CV le trouve intéressant, que votre employeur tape sur Internet votre nom et veut vérifier si vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Est-ce que vous n'avez pas menti sur votre CV par exemple? Bon, si vous voulez mentir sur votre CV et puis que ça ne se voit pas, vous n'indexez pas votre votre profil. Donc il y a des paramètres qui permettent de le faire. Vous pouvez également protéger vos informations personnelles. Alors là, c'est plus spécifique à Google. Pourquoi je dis ça? Google a développé énormément d'outils qu'on peut utiliser avec un seul compte.
C'est-à-dire que vous créez un compte Google, vous avez à la fois une adresse mail, vous avez à la fois un agenda, vous avez votre profil de réseau social Google+, un système de stockage de fichiers, etc. Donc vous avez beaucoup de choses avec un seul compte Google. Du coup, pour utiliser tous ces services, vous avez tendance à rentrer des informations personnelles, à rentrer le téléphone, l'adresse de livraison par exemple, quand vous commandez des choses sur Internet. Vous avez voilà, beaucoup de choses qui vous concernent, qui vous sont très personnelles et dont vous n'aimeriez pas voir trace partout sur Internet. Donc ces informations-là, il faut les protéger. Il y a des paramètres pour ça. Par exemple, puisque je parle de Google, sur Google+, vous pouvez dire que telle information, mon téléphone par exemple, je le laisse visible à personne. Je le laisse visible aux personnes dans mon cercle famille, je le laisse visible aux personnes dans mon cercle travail, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là, il faut le paramétrer. Et si vous le laissez tout ça public, n'importe quelle personne de la Terre entière pourra trouver votre téléphone, votre adresse, etc. si vous l'avez renseigné, si vous ne l'avez pas bloqué. Voilà. Contrôler ces réglages avec l'option qui voit quoi. Alors, l'option qui voit quoi, c'est quelque chose qui est très utile pour contrôler notre paramétrage de compte. Alors, je peux peut-être aller voir directement sur Internet, ça sera peut-être plus facile. Donc là, on est sur le compte Facebook qu'on avait tout à l'heure. Si je vais dans le petit cadenas, là, ici, en haut à droite, j'ai certaines fonctionnalités, dont une qui s'appelle « Qui peut voir mon contenu ?» Dans « Qui peut voir mon contenu ?» vous avez une autre option qui est « Affiché en tant que ». C'est le « Qui voit quoi ». Cette option-là va vous permettre de voir votre compte de l'extérieur. C'est-à-dire voir votre compte comme si c'était une tierce personne qui le consultait. Comme ça, vous allez pouvoir voir si en mode public, certaines personnes n'ont pas accès à des informations personnelles. Vous allez pouvoir voir si une personne en particulier, votre employeur par exemple, ne voit pas vos photos de famille, par exemple. Voilà. Donc cette option-là, il faut l'utiliser pour vérifier vraiment si tous vos paramètres sont correctement réglés. Donc là, je ne connais pas très bien ce compte, je ne vais pas pouvoir vous montrer concrètement, mais c'est une option à utiliser vraiment pour vérifier. Ce n'est pas une option pour régler son compte, mais juste pour le vérifier. Donc là, je vous ai montré Facebook, mais cette option est également disponible sur Google+, et à peu près tous les réseaux sociaux. Quelques mots sur le piratage. Alors le piratage est effectivement un risque qu'on court quand on utilise Internet. Alors qu'est-ce que le piratage ? Même chose, on pourrait faire une conférence là-dessus, je vais juste en dire quelques mots. C'est une tierce personne qui va prendre le contrôle de votre ordinateur ou votre profil, le piratage, qui va également récupérer des informations personnelles sur vous, que vous aviez cachées, mais il a réussi quand même à vous subtiliser. Le piratage, il a plusieurs formes, il y a plusieurs façons d'être infecté. Soit on télécharge un fichier, un mauvais fichier, on l'installe sur son ordinateur et on a ouvert la porte à un espion sur notre ordinateur. Ça peut arriver. C'est ce qui peut arriver, par exemple, quand vous téléchargez une pièce jointe d'un mail. Vous ne connaissiez pas le destinataire, l'expéditeur de ce mail. Et il vous a envoyé une pièce jointe et puis, par curiosité, vous l'avez ouvert quand même. Pas de chance, c'était un virus. Donc là, vous êtes infecté. Vous ne le savez pas toujours. C'est subtil comme façon de faire. Il y a également l'accès à certains sites infectés. En allant sur un site, un fichier s'installe automatiquement sur votre ordinateur et vous êtes infecté. Vous avez un pirate qui peut prendre des informations qui vous concernent sur votre ordinateur. Il y a donc quelques précautions très simples pour éviter ce genre de problème. Le premier, on n'y pense pas toujours, mais c'est le choix du mot de passe.
Le choix du mot de passe. Alors, prenons un exemple. Paul est né le 1er janvier 1980. Il choisit comme mot de passe de son compte 010180. Bon. N'importe quelle personne qui saura sa date de naissance pourra essayer ce mot de passe pour se connecter à son compte. Manque de chance pour Paul, c'était effectivement ce mot de passe-là. Donc une autre personne a accès à son compte Facebook, par exemple, ou n'importe quel compte, hein, c'est valable pour tous les comptes qu'on utilise sur Internet. Cette autre personne va donc avoir accès à toutes les informations du profil de Paul. Donc, si Paul a réglé parfaitement son compte Facebook, qu'il a fait bien attention à ne pas partager des publications privées en mode public et tout ça n'aura servi à rien si une autre personne prend le contrôle de son profil et a accès à ces informations. Donc le choix du mot de passe, c'est vraiment primordial puisque c'est finalement la première barrière que vous mettez face à un malfaiteur pour l'empêcher de faire ses méfaits. Vérification de sécurité également. Alors ça, c'est plutôt... ça vous est peut-être certainement déjà arrivé. Vous recevez un mail qui vous dit « Attention, votre compte EDF, par exemple, votre compte EDF n'est plus valable, il nous manque des informations, etc. Allez sur ce site-là, rentrez des informations pour que nous puissions régler le problème. Si jamais vous ne réglez pas le problème, vous paierez 200 € d'amende, voilà, etc. » En général, c'est comme ça que ça se présente. Donc, vous, de bonne conscience, allez sur ce site et vous faites ce qu'on vous dit. Vous risquez 200 € d'amende. Ça serait quand même dommage. Donc, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre numéro de compte EDF, votre numéro de carte bleue, sa date d'expiration, etc., etc. Bon, vous venez de vous faire pirater. Là, certainement, dans les heures qui suivent, quelqu'un va se servir de votre carte bleue sur Internet. Puisqu'en fait, c'était un faux. Quelqu'un a imité la page EDF. Donc, visuellement, c'est la même. Hein. C'est le même design, c'est la même présentation, etc. Il faut le voir. Donc, la vérification de sécurité, elle est toute simple. Vous allez voir sur Internet, dans votre barre d'adresse qui est là-haut, tout en haut, ce qu'on voit en vert là-haut, vous vérifiez tout simplement s'il y a déjà un cadenas. Le cadenas indique que la page est sécurisée. Si la page n'est pas sécurisée et qu'on vous demande des informations confidentielles, vous ne le faites pas. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours appeler EDF par exemple, pour dire monsieur, madame, j'ai reçu un email de chez vous qui me demande de faire ça, est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est sûr, est-ce que tout ça. Vérifiez. C'est très simple également, mais ça peut nous éviter beaucoup d'ennuis. Donc le petit cadenas. Également, en début d'adresse, ici, vous voyez, oui, c'est marqué HTTPS. Une adresse Internet qui n'est pas sécurisée, c'est marqué juste HTTP. C'est une adresse qui n'est pas sécurisée. Le S est là pour sécurité. Si vous avez HTTPS et le cadenas, vous pouvez commencer à avoir confiance. Il faut savoir que les hackers, les pirates, sont de plus en plus fortiches, et ils arrivent à imiter ce genre de choses maintenant. Il y a très peu, mais ils commencent à y arriver. Alors, vous allez regarder vos mails d'EDF différemment maintenant. Également, aussi, oui. Il y a également ça, il y a certains signes qui ne trompent pas, une formulation de phrase vraiment pas française, des fautes d'orthographe partout, des signes qui s'affichent mal. Tout ça, ce sont des signes qui, en général, indiquent que c'est un faux mail. EDF, quand il va vous envoyer un mail, en général, voilà, ça va être quelque chose d'assez bien présenté, sans faute d'orthographe, voilà. Les pirates sont peut-être de très bons codeurs, ils arrivent très bien à manipuler les machines Internet, mais ils ne sont pas forcément bons en orthographe, donc ils font des fautes, c'est un signe. Nous allons maintenant parler de la troisième partie de notre conférence. Quelle heure il est? Je vais vous dire.
On a encore un petit peu de temps, c'est bien. Troisième partie, donc, accès à l'ordinateur et au contrôle parental. Donc là, ça va peut-être répondre à certaines questions que peuvent se poser parents et grands-parents pour savoir, mais comment je fais pour éviter à mon enfant ou à mon petit enfant de passer tant d'heures sur Internet. J'ai les réponses à vos questions. Dans cette partie, savoir mettre des limites à l'utilisation des nouvelles technologies par les enfants tout en évitant l'intrusion. On va essayer de voir quelques réglages de l'ordinateur pour éviter qu'un enfant se connecte, passe des heures sur Internet en pleine nuit. Éviter l'intrusion, c'est une petite précision que je fais parce qu'il faut bien comprendre que maintenant ces moyens de communication sont intégrés par les jeunes et vraiment pour leur socialisation, ils en ont besoin. Vraiment, maintenant c'est devenu indispensable. L'exposition de soi sur Internet, c'est devenu un jeu maintenant. C'est un jeu qui fait partie de la création de son réseau, de la construction identitaire des enfants. Voilà, donc c'est pour ça que il y a des débats, vous imaginez bien, sur ces questions-là. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, mettre des limites, ça paraît évident, parce que passer 6 heures par jour sur Facebook, ça me paraît pas normal. L'interdire complètement, ça me paraît tout aussi abusif. Voilà. Je vais peut-être pas être d'accord avec tout le monde là-dessus, mais bon, c'est un avis, je vous le présente. Donc éviter l'intrusion, c'est le plus important. Également, dans cette partie, on va voir comment protéger les enfants des contenus inappropriés en réglant son ordinateur et en ayant quelques bonnes pratiques. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Internet, on trouve un peu de tout et n'importe quoi, notamment des contenus absolument inappropriés pour le jeune public. Voilà. Sur Internet, mais également les jeux vidéo. Je pense que là aussi, vous avez entendu certainement parler de jeux vidéo qui seraient en train de rendre violents nos enfants. Alors, là aussi, un énorme débat est en cours. Est-ce que ce sont les jeux vidéo qui rendent les enfants violents? Certains disent, bon, la société n'a pas attendu les jeux vidéo pour être violente. Certains disent, d'autres, au contraire, que les jeux vidéo banalisent la violence et donc inciteraient. Bon, il y a un débat. On ne va pas être là pour le régler, ce débat, pas aujourd'hui, mais il existe. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est simplement comment régler l'ordinateur pour éviter qu'un jeune public, justement, joue à ces jeux vidéo de plus en plus réalistes, de plus en plus convaincants et, pour certains, de plus en plus choquants. La question de la chambre de l'enfant. Est-ce qu'on met un ordinateur dans la chambre de son enfant? J'aurais tendance à vous dire, il n'y a pas de règle générale. Ça dépend vraiment de l'enfant. Si c'est un enfant qui est sérieux, que vous installez un ordinateur dans sa chambre pour tester, pour essayer, puis que vous voyez qu'il n'est pas fatigué, qu'il n'y a pas de problème à l'école, qu'il n'est pas... Voilà, ça ne le rend pas dépendant, limite, de cet ordinateur dans la chambre et qu'il n'oublie pas sa vie à côté, on va dire, l'ordinateur dans la chambre, c'est très bien, il a son indépendance, il apprend à s'en servir et tout ça. En revanche, si un autre enfant un peu moins rigoureux commence à passer des heures sur Facebook, oublie de faire ses devoirs, d'apprendre ses leçons et tout ça, bon, déjà, ça va vite se voir. Et là, ça n'aura pas été une bonne idée de mettre un ordinateur dans sa chambre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment de règle générale. On essaie d'en discuter avec son enfant, et c'est une question de confiance, finalement. Une confiance et une négociation. Seulement, si vous décidez de mettre finalement l'ordinateur dans la chambre, il faut savoir qu'il y a un premier effet qui va disparaître, c'est un effet de dissuasion. C'est-à-dire que quand vous avez l'ordinateur qui est dans le salon et que l'enfant l'utilise, il va être moins tenté de cliquer sur un lien qui va l'emmener sur un contenu inapproprié pour lui. Parce qu'il se demande si, là, dans la seconde, il n'y a pas son papa ou sa maman qui va arriver derrière lui, qui va voir qu'est-ce qu'il fait sur Internet. Donc, ce simple effet de dissuasion, déjà, va vous enlever une grande partie des problèmes de mauvaise consultation par les enfants. Ils ne vont pas oser y aller, tout simplement. Tandis que s'il est tout seul dans sa chambre, tranquille, la porte fermée, bon, là, le temps que vous ouvriez la porte, il aura déjà eu le temps de fermer la fenêtre sur laquelle il était, et vous n'aurez rien vu. Voilà. Faut le savoir.
Problème de sommeil. Alors là, on est vraiment dans le cœur du problème, je pense, puisque beaucoup d'études le montrent de plus en plus. Les adolescents ne dorment pas assez. Et alors pas spécifiquement l'ordinateur, mais aussi le smartphone, la console de jeu, etc. Tout ça est assez pointé du doigt, puisque finalement c'est le soir, quand les enfants ont pas mal de temps, qu'ils ont fini ce qu'ils avaient à faire et qu'ils ont envie de se distraire, qu'ils vont s'installer sur l'ordinateur et pas voir le temps passer et oublier de dormir. Donc il y a vraiment des problèmes de sommeil qui sont détectés chez les jeunes. Voilà, installer l'ordinateur dans la chambre peut accentuer ce problème-là.